Sonisika kubibu yegu yeka kikutengo kizonogi wa egeno banunga ya yumamono titatere terata donu nagabara kana titatere terata donu. Chers téléspectateurs de Nord Bénin TV, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Rendez-vous du foncier. La terre, support de toutes les activités liées à l'existence humaine, est l'un des facteurs essentiels de développement d'une nation. Au Bénin, les activités agricoles occupent plus de 115% de la population qui s'accroît de façon exponentielle chaque année alors que la terre n'est pas extensible. Or, la réalisation des objectifs de développement durable, notamment les objectifs liés à l'élimination de la pauvreté et de la faim d'une part, et la promotion de l'agriculture durable et la croissance économique exclusive d'autre part, nécessite une gestion foncière responsable en général et celle des terres rurales et coutumières en particulier. Les difficultés d'accès et d'utilisation de la terre par des groupes vulnérables sont entre autres les difficultés dans le secteur agricole béninois. La résolution de ces problèmes, la mise en œuvre effective des principes et règles de bonne gouvernance prescrits par le Code foncier et domanial qui a pour objectif, rappelons-le, d'améliorer la gestion foncière en vue d'accroître les investissements et de contribuer à la diminution de la pauvreté. À travers ce numéro de votre émission Rendez-vous du foncier, dont le but est d'informer et de sensibiliser les populations, nous allons avec notre invité, M. Dadjo Joël, spécialiste des questions foncières et domaniales, traiter des particularités dans la gestion des terres rurales et coutumières. Monsieur Dadjo, bonsoir. Oui, bonsoir, chère madame. Et merci pour cette introduction qui reflète le vécu quotidien de la population en milieu rural où la fragilité des droits fonciers est une réalité. D'entrée, cher invité, que peut-on comprendre par terre rurale et terre coutumière? Y a-t-il une différence? Oui, merci bien, je le dis, en nous basant un peu sur la réalité dans la gestion foncière en milieu rural. Et on constate que ça ne favorise guère le développement d'une véritable agriculture industrielle soutenue par le crédit agricole. D'où la nécessité de la vulgarisation du Code foncier et domanial, notamment le titre 6, c'est-à-dire des articles 347 à 373, et certaines dispositions dans d'autres titres qui encadrent le comportement à avoir pour une gestion responsable des terres rurales et dites coutumières. Et pour revenir à votre interrogation, il faut déjà noter que le Code foncier et domanial n'a pas donné une définition spéciale de la notion de terre coutumière. Toutefois, partant de la définition du droit coutumier et de certaines dispositions du dit Code, il est aisé de comprendre par terre coutumière toutes les terres issues de la coutume, des pratiques et des normes locales. Par contre, la notion de terre rurale est bien définie à l'article 7 du Code foncier et domanial comme l'ensemble des terres occupées par les activités agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles ou destinées à accueillir l'une ou l'autre de ces activités. Donc la terre rurale est celle située en dehors du milieu urbain ou des zones à urbaniser telles que présentées par le schéma d'aménagement d'une commune donnée. On pourra alors, sans se tromper, affilier les terres coutumières aux terres rurales et rester dans la logique du Code foncier et domanial qui classifie les terres selon leur nature en deux zones. Il y a les zones urbaines et les zones rurales. Mais il y a un intermédiaire également qui est là, qu'on appelle le milieu périurbain. La terre, valeur identitaire, perd au fil des temps son caractère sacré au détriment de la marchandisation qui rend vulnérables les paysans, dit-on. Que prévoit le Code foncier et domanial dans la gestion donc des terres rurales? Le Code foncier et domanial a beaucoup innové dans la gestion des terres en milieu rural en y consacrant même tout un titre.
le titre 6, je l'ai dit tantôt. Et l'innovation majeure en milieu rural réside dans la reconnaissance administrative des droits coutumiers. La dite reconnaissance formelle et écrite est prescrite par les dispositions de l'article 352 nouveau et se concrétise par la délivrance d'une pièce qu'on appelle l'attestation de détention coutumière. Et pour l'obtenir, c'est à travers une procédure dont l'étape importante est l'enquête publique contradictoire. Mais en dehors de cette innovation, il faut reconnaître que sur le cadre institutionnel, le Code a réorganisé les choses à ce niveau, où aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la commission au niveau communal de gestion foncière COGEF et la section villageoise de gestion foncière au niveau des villages. Et ces instances locales de gestion foncière constituent un outil de gouvernance intégré à la base et une compétence locale qui assure le développement du secteur agricole et la sécurisation foncière. Autre prescription dans la gestion foncière en milieu rural, c'est notamment l'interdiction d'acquisition et les formalités préalables indispensables à l'acquisition de la propriété. Alors, parlant d'interdiction d'acquisition, il faut reconnaître que le Code foncier a prévu en son article 14 que les non-nationaux ne peuvent pas acquérir en milieu rural. Et cela a été repris par les dispositions de l'article 11 du décret 2015-29. Donc, quand vous n'êtes pas de nationalité béninoise, en milieu rural, vous n'avez pas la possibilité d'acquérir une propriété foncière. Toutefois, la loi permet à cette catégorie de personnes d'avoir accès à la propriété foncière à travers les baux, notamment le louage ou l'amphithéose. Et là également, le délai est encadré. Donc, c'est un bail d'une durée de 50 ans non renouvelable. Voilà. Pour les nationaux, ils ne peuvent pas acquérir une terre rurale à des fins de spéculation ou de morcellement en vue de l'habitation. Ça, c'est l'article 3 du décret que j'ai cité tantôt qui le précise. Donc, même si la loi reconnaît aux nationaux l'acquisition de droits de propriété en milieu rural, c'est également enfermé. Lorsque c'est à des fins de spéculation en vue de l'habitation, ce n'est pas possible. C'est également proscrit pour une transaction sur une superficie de plus de 1000 hectares, soit d'un seul tenant ou cumulativement sur le territoire national. Bon, à ce niveau, je crois que les autorités, certainement, sont en train de prendre les dispositions pour pouvoir contrôler cela, pour pouvoir vraiment assurer l'application effective de cette disposition. Alors, lorsqu'on rentre dans les formalités préalables à l'acquisition, il faut notamment considérer deux. Les formalités liées aux dispositions de l'article 361 et les formalités liées aux dispositions de l'article 362. Ce sont ces deux dispositions-là qui exigent des parties à un contrat de transfert de propriété, c'est-à-dire le vendeur et l'acquéreur, d'accomplir les dites formalités avant la conclusion du transfert de propriété. Alors, lorsque nous sommes en milieu rural, concernant l'article 361, il faut déjà que l'acquéreur présente un projet de mise en valeur lorsque la superficie à acquérir est de 2 hectares et plus. Et ce projet de mise en valeur est approuvé par des instances à des niveaux donnés. Pour ce qui concerne l'article 362, c'est lié au droit de préemption de l'ANDF. En effet, le droit de préemption est la faculté conférée par la loi à une personne publique d'acquérir par préférence à toute autre personne un immeuble lorsque le propriétaire ou le présumé propriétaire manifeste la volonté de le vendre. Donc, lorsqu'un propriétaire ou un présumé propriétaire en milieu rural a cette intention, manifeste cette volonté de vendre sa portion de terre,
il a cette obligation, cette contrainte de faire la déclaration de la vente auprès de l'ANDF ou de l'un de ses démembrements. Voilà un peu. Alors, pour le projet de mise en valeur, vous me le permettez bien de revenir un peu là-dessus. Je l'ai dit tantôt, c'est sur des niveaux donnés qu'on a les instances habilitées à pouvoir approuver ce projet de mise en valeur. Et tout ceci, c'est pour mettre fin ou désormais éviter ce que nous avons toujours connu, l'accaparement et la thésaurisation des terres en milieu rural. Alors, M. Dadjo, merci pour ces clarifications. Nous continuons avec nos questions. Comment s'opère l'avis de préemption et l'approbation du projet de mise en valeur indispensable dans l'acquisition des terres en milieu rural? L'avis de préemption, il faut le rappeler, est prévu par les dispositions de l'article 362, alinéa 2 du Code foncier et domanial, qui stipule que toute vente, je cite, toute vente effectuée sur une terre rurale qui n'aurait obtenu le visa de l'agence ou l'avis de préemption est nulle et de nul effet. Donc, à ce niveau, même 1 mètre carré ou 1 centimètre carré ou même 1 millimètre carré à vendre en milieu rural doit obligatoirement obtenir l'avis de l'ANDF ou le visa de l'ANDF. Et l'obtention de ce visa ou de l'avis de préemption est une obligation à accomplir par le vendeur ou son mandataire qui se rapproche du démembrement de l'ANDF territorialement compétent avec un dossier constitué de la copie de l'acte de propriété ou de l'acte présomptif de propriété, d'un levé topographique de la portion concernée par la vente et de la pièce d'identité du vendeur. Une fois ces pièces rassemblées et au niveau du démembrement de l'ANDF ou de l'ANDF elle-même, la personne va renseigner une fiche que l'agent certainement va lui présenter. Et donc, cette fiche renseignée, jointe au dossier, fait déjà la demande par rapport à la déclaration écrite de l'intention de vendre du vendeur. Donc, en fournissant ce dossier-là, en renseignant cette fiche et en déposant, la demande est effectuée. Et cette demande déjà constitue la déclaration écrite de l'intention du vendeur présumé propriétaire ou propriétaire de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire de la cession en cours. L'administration alors, dans un délai de 15 jours, doit se prononcer. À défaut, c'est qu'elle rejette purement et simplement de préempter. Et donc la procédure va suivre son cours entre le vendeur et l'acquéreur. Donc je reprends un peu à ce niveau. Monsieur Tantarpillon a l'intention de vendre une portion de sa terre en milieu rural. L'obligation prescrite par la loi en cette disposition de l'article 362 l'oblige à réunir, première pièce, l'acte qui prouve son droit présomptif de propriété ou l'acte qui prouve son droit de propriété. Deuxième pièce, le levé topographique de la portion de terre qu'il veut céder. Troisième pièce, la copie de sa pièce d'identité. Il se rapproche de l'agence ayant en charge la gestion foncière dans notre pays, c'est-à-dire l'ANDF, ou de l'un de ses démembrements, notamment le démembrement compétent. Avec ce dossier, il va renseigner une fiche. En faisant ainsi, il a déclaré comme ça son intention de vendre. Il revient maintenant à l'administration, une fois cette déclaration reçue, dans un délai de 15 jours de se prononcer. À défaut, c'est que l'administration ne veut pas préempter. Et là, M. Tantarpillon, après 15 jours, peut valablement poursuivre la procédure de transfert de propriété dont il a l'intention de faire.
à l'article 361, c'est-à-dire le projet de mise en valeur approuvé par des instances à des niveaux donnés, à ce niveau, il faut déjà noter que c'est une obligation qui est faite à l'acquéreur cette fois-ci et qui ne concerne que les portions de terre de 2 hectares et plus. Donc, moins de 2 hectares ne fait pas partie de cette obligation légale. Mais à partir de 2 hectares et plus, l'acquéreur est contraint d'accomplir cette formalité préalable. Et là, il s'agira de faire quoi? De présenter, de rédiger un projet, c'est-à-dire une opération de développement rural par exemple, ou toute opération à réaliser pour la préservation de l'environnement tel que prescrit par les tests. Et donc, tout cela est mis sur papier, donc rédigé. Ce qui est sûr, il y a des spécificités, il y a des points saillants que ce document doit certainement contenir. Et donc, l'acquéreur présente ce projet au niveau communal. La mairie territorialement compétente, la mairie du ressort dans lequel se retrouve la portion de terre qui fera objet de cette vente-là, de cette acquisition-là. Et une fois présenté, l'autorité instruit le dossier tel que ça doit se faire et la COJEF donne son avis et ça passe maintenant en conseil pour approbation. Là, nous sommes dans la tranche de 2 à 20 hectares. Lorsque c'est de 20 hectares à 100 hectares, une fois cette étape de la mairie franchie, l'acquéreur, bon, il ne l'est pas d'abord, mais c'est lui le potentiel, il envoie le projet avec l'approbation reçue à la mairie à l'ANDF, qui est compétente à approuver cette fois-ci. Donc, lorsque c'est 20 à 100 hectares, en réalité, la mairie n'approuve pas, mais la mairie donne son avis. Et c'est à l'ANDF d'approuver. De 100 à 500 hectares, ça dépasse le niveau de la mairie. Le niveau de l'ANDF est la structure compétente ou bien l'instance compétente pour approuver le projet de mise en valeur est le ministre en charge du foncier qui est le ministre de l'économie et des finances. De 500 à 1000 hectares, ça dépasse toutes ces instances-là et il revient au Conseil des ministres d'approuver le projet de mise en valeur. À ce niveau, permettez-moi de reprendre encore les dispositions de l'article 361 contraint l'acquéreur probable à faire un projet de mise en valeur approuvé par des instances à des niveaux donnés selon la superficie. Lorsque nous sommes dans la tranche de 2 à 20 hectares, c'est le conseil communal, la mairie, qui est compétente pour approuver. Mais ça passe d'abord par les mailles de la COJEF qui donne son avis. Lorsque nous sommes entre 20 et 100 hectares, c'est l'ANDF qui est compétente pour donner son avis d'approbation. Mais ça passe d'abord par les mailles de la COJEF, du conseil communal, avant d'atterrir à l'ANDF. Et tout ça, c'est bien sûr l'acquéreur qui fait le suivi. Lorsque nous sommes entre 100 et 500 hectares, c'est le ministre en charge du foncier, qui est le ministre de l'économie et des finances, qui a compétence pour pouvoir approuver ce projet de mise en valeur. Mais avant, ça doit passer par les mailles de la mairie, c'est-à-dire COJEF, conseil communal, ANDF pour des avis. Et lorsque nous sommes de 500 à 1000 hectares, c'est le conseil des ministres qui approuve. Donc voilà un peu. Mais il faut rappeler que l'article 367 fait obligation à tous les propriétaires et présumés propriétaires de mettre en valeur leurs terres, sauf en cas de jachère, c'est-à-dire en cas de repos momentané, qui ne doit pas dépasser 5 ans. Nous l'avons dit plus haut, que c'est pour éviter la thésaurisation des terres, l'accaparement des terres, que le législateur a mis toutes ces dispositions pour encadrer le foncier rural. Donc les communes ont un rôle à jouer là pour pouvoir suivre ces projets de mise en valeur qu'elles approuvent.
Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien suivi les détails des formalités à suivre pour l'acquisition des terres en milieu rural. Alors, chers invités, une fois les formalités préalables accomplies, que doit faire le nouvel acquéreur pour confirmer son droit de propriété? Merci, madame, pour cette question, parce que souvent, lorsque les gens accomplissent certaines formalités, ils pensent que bon, tout est fait et ils s'arrêtent là, alors qu'il y a encore des pas à faire. Une fois les dites formalités accomplies, le nouvel acquéreur a soit l'obligation d'obtenir la mutation de son ADC avant d'aller à l'ANDF pour la confirmation de son droit de propriété pour obtenir le titre foncier. Soit se rapprocher d'un notaire avec bien sûr son vendeur pour la finalisation du transfert de propriété et prendre le titre foncier, bon, ça c'est le notaire qui le fait, pour demander la mutation. Je voudrais revenir un peu sur les deux cas. Nous sommes dans la période transitoire où aujourd'hui, pour vendre, on n'est pas contraint à apporter la preuve de propriété, mais la preuve d'un droit présomptif de propriété permet aux présumés propriétaires de vendre leur portion de terre. Donc, lorsque nous sommes dans le cas où le vendeur n'a pas encore le plein droit de propriété, c'est-à-dire n'a pas encore le titre foncier, il a un droit présomptif de propriété sur le dit domaine, la dite portion de terre, pardon. Alors, si ce droit présomptif de propriété est attesté par une attestation de détention coutumière, après l'accomplissement des formalités préalables, les deux parties confirment le transfert de propriété à travers un acte. Je suppose qu'ils ont choisi la convention de vente qu'on achète à la mairie. Et ils finissent maintenant de faire constater officiellement ce transfert de propriété. Il va falloir au nouvel acquéreur de faire la mutation de l'ADC du vendeur pour maintenant se rapprocher de l'administration foncière et demander la confirmation de son droit foncier pour obtenir le titre foncier. Le deuxième cas, sinon le deuxième volet de ce cas, ce serait lorsque le présumé propriétaire vendeur atteste son droit présomptif de propriété par un certificat administratif qui ne se délivre plus aujourd'hui. À la fin de la conclusion du contrat qui constate le transfert de propriété, l'acquéreur nouveau est alors dans l'obligation de se faire délivrer par la mairie une attestation de détention coutumière qui va faire annuler le certificat administratif du vendeur. Et avec l'attestation de détention coutumière, il monte les pièces pour pouvoir demander la confirmation de droit foncier, qui est le titre foncier, auprès de l'administration foncière. Ça, c'est les deux volets qu'on peut avoir lorsque nous sommes dans un cas de droit présomptif de propriété du vendeur. Venons maintenant au droit de propriété, c'est-à-dire que le vendeur a le titre foncier. Et ça, c'est ce qui va arriver désormais à partir du 14 août 2023, si les dispositions du Code foncier et domanial ne changent pas, si les autorités ne modifient pas à nouveau le Code foncier et domanial. Alors, lorsque le vendeur a le titre foncier, une fois les formalités préalables prescrites par les articles 361 et 362 accomplies, l'étape qui suit directement, c'est d'aller vers un notaire. Donc, les deux parties se rapprochent d'un notaire pour faire constater non seulement le transfert de propriété qui a lieu entre eux deux, mais en même temps, le notaire sera chargé de saisir l'ANDF pour la mutation du titre foncier au nom du nouvel acquéreur si c'est une vente totale.
Mais si c'est une vente partielle, alors le notaire va demander le morcellement du titre foncier pour que la portion vendue fasse objet d'un titre foncier distinct au nom du nouvel acquéreur. Donc voilà un peu, de façon résumée, ce qui attend le nouvel acquéreur et bien sûr également le vendeur lorsque nous nous retrouvons dans l'un ou l'autre cas. Qu'en est-il des droits d'usage délégués? Parlant de droits d'usage délégués, il faut rappeler à nos amis qu'ils sont constatés ou qu'ils doivent être constatés par écrit selon les dispositions de l'article 363 du Code foncier et domanial. Mais de quoi s'agit-il concrètement lorsqu'on parle de droit d'usage délégué? Vous savez, jusque-là, nous n'avons parlé que du droit de propriété. Et lorsqu'on parle de droit de propriété, il y a 3 éléments fondamentaux: l'usage, la jouissance et la disposition. Mais lorsqu'on rentre dans le droit d'usage ou droit d'usage délégué, le 3e élément est absent. La disposition est absente. Donc, il y a l'usage et la jouissance. Donc, ici, quelqu'un est présumé propriétaire ou propriétaire de la portion de terre, mais permet à quelqu'un d'autre de l'exploiter et de jouir des fruits de l'exploitation de cette portion de terre. Donc, il délègue son droit d'usage à celui-là qui l'aura à l'exploiter. C'est par exemple la modiation. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les thèmes techniques. C'est par exemple lorsqu'on permet à quelqu'un de venir s'installer sur une portion de terre, l'exploiter, c'est-à-dire faire des plantations ou bien faire le champ, la culture et bien d'autres, moyennant peut-être en fin d'année ou en fin de saison ou en fin d'une périodicité définie, peut-être en numéraire ou en, c'est-à-dire les produits, les fruits de la récolte. Donc ça dépend du schéma choisi par les parties. Donc celui qui l'exploite a un droit d'usage délégué. Et la loi aujourd'hui nous demande de quitter les paroles aux actes. Donc il faut forcément que cela soit constaté par écrit, un contrat bien sûr qu'on va appeler bail. Ça peut être un bail de plantation, ça peut être un bail de métayage et bien d'autres. Et ce contrat est affirmé par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au niveau de la mairie aujourd'hui, les SE. Ça doit être affirmé par ces autorités-là pour laisser trace écrite. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la méconnaissance des tests ou la mauvaise interprétation des tests fait que des gens qui ont en réalité un droit d'usage ou un droit d'usage délégué se transforment ou commencent par réclamer le droit de propriété. Et tout cela ouvre un autre débat, c'est-à-dire la question des conflits fonciers ou des conflits au niveau des conflits fonciers, ou des conflits au niveau des domaines. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus avoir d'exploitation sans formaliser cela. Il faut que nous quittions l'oralité pour maintenant les actes. Et par rapport à cela, il y a une expérience qui a été faite au niveau des départements du Borgou, où, avec la volonté du gouvernement, à travers la coopération bénino-allemande, il y a eu un projet, le projet ProPFR, projet d'une promotion de politique foncière responsable, qui avait accompagné les communes de sa zone d'intervention, les communes du Borgou bien sûr, à expérimenter ce qu'ils ont appelé ASG, approche systématique groupée. Et cela consiste à ce que lorsqu'il y a une demande d'attestation de détention coutumière, qui est un acte présomptif de propriété, il faut en même temps que ce présumé propriétaire fasse enregistrer tous ceux-là qui exploitent une partie de sa terre. Et donc, tous ceux-là sont enregistrés et en même temps
lorsqu'on va pour l'enquête publique contradictoire pouvant permettre de délivrer l'ADC, on mène également l'enquête qu'il faut pour s'assurer qu'effectivement, Inks est en train d'exploiter, Inks a un droit d'usage délégué sur la portion de terre objet de la demande ADC. Et d'un trait, on sort l'attestation de détention coutumière et en même temps, on sort également les contrats qui lient ce présumé propriétaire à ces exploitants agricoles qui sont sur sa portion de terre. Donc, nous voudrions profiter de votre antenne pour inviter les autres communes, bien sûr sous le lead de l'ANCB, à pouvoir aller à l'école de ces communes du Borgo qui ont bénéficié de cette expérience, une très belle expérience, l'approche systématique groupée, afin que cela puisse être étendu à l'échelle nationale pour le bonheur de la population. Et ceci sera certainement un point fort dans la réduction des conflits fonciers que nous constatons chaque jour. Pour finir, cher invité, quel conseil avez-vous à donner à la population? Oui, merci. Conseil à la population, je crois que tout est contenu dans le développement que nous venons de faire. La population est invitée à davantage s'intéresser à la chose foncière. Nous savons que le Béninois est très attaché à la terre. Malheureusement, la formalisation n'est pas encore ancrée dans nos réalités. On est toujours resté à l'étape de l'oralité pour des questions diverses. Or, avec les réformes en cours, avec les dispositions du Code foncier et domanial, il faut que nous sortons de l'oralité pour la formalisation. Et cela ne sera effectif que lorsque la population maîtrise les rudimentaires du Code foncier et domanial. Sinon, elles vont se faire duper. Et donc, je les invite à davantage s'approprier du contenu du Code foncier et domanial, qu'elles se donnent tous les moyens possibles pour comprendre le contenu en se raccordant aux acteurs et aux vrais acteurs. J'en profite pour inviter les autorités, surtout au niveau communal, qu'en dehors de la mise en place des instances locales de gestion foncière qui doivent accompagner la population, il faut que les moyens leur soient donnés. C'est vrai, les instances locales de gestion foncière sont installées dans la quasi-totalité, sinon à peu près, de nos communes. Au niveau des villages, il reste encore à faire. Donc, ils doivent redoubler d'ardeur. Mais la mise en place est une étape. Le fonctionnement en est autre. Et pour que ça soit effectif, il faut forcément leur donner les moyens qu'il faut afin que ces instances locales de gestion foncière puissent apporter leur expertise à la population. Et quand on parle de moyens, ce sont les moyens de tous ordres, à commencer d'abord par le volet finance. Ensuite, le renforcement des capacités pour que les membres de ces instances-là soient au pas. Et en dehors de ça, maintenant, le volet matériel afin de leur permettre d'apporter leur expertise. Et comme ça, nous sommes sûrs que la mission sera réussie. Et la réussite de cette mission est un gage de la consolidation de la paix sociale et du développement intégré et durable dans notre pays. Chers téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin de ce numéro du rendez-vous du foncier avec M. Dadjo Joël, spécialiste des questions foncières et domaniales. Et aujourd'hui, nous avons traité des particularités dans la gestion des terres rurales et coutumières. J'espère que vous avez pris bonne note. À très prochainement. Yeka kikutengo kizonogi wa egeno Banunga ya yumamono Tita tadonu Naga barakana Tita tadonu